radioinfocité.com vous présente les capsules de Jean-Jacques Nantel. Jean-Jacques Nantel, vulgarisateur, auteur d'une analyse géopolitique économique globale. Il nous parle aussi du positionnement du Québec dans le monde. Bonjour mesdames et messieurs, mon nom est Jean-Jacques Nantel. J'ai dit ailleurs que l'histoire du Québec avait été énormément influencée, en fait modelée par toutes sortes d'événements qui s'étaient produits ailleurs sur la planète. C'est le cas pour le peuplement du Québec. Du côté des Amérindiens, ce sont des épidémies qui venaient d'Europe, de l'Ancien Monde, qui les a fait presque disparaître, au point où aujourd'hui ils représentent moins de 2% de la population du Québec moderne. Cette diminution de leur proportion dans la population a été faite sans génocide. Du côté des Français, si ce sont les Français qui ont pris le contrôle de la vallée du Saint-Laurent plutôt que l'Angleterre, c'est parce qu'au début du 17e siècle, la France était plus puissante que l'Angleterre et que, comme elle voulait s'enrichir en Amérique, elle a pu s'emparer rapidement de la vallée du Saint-Laurent et c'est pour ça que le Québec a été créé dans un pays aussi froid, parce que la vallée du Saint-Laurent était ici. Évidemment, cette froideur du climat faisait que les colons français étaient peu nombreux à se présenter au Canada d'alors, au Québec moderne. Depuis, la France avait besoin à chaque génération de ses citoyens, parce qu'elle avait besoin de soldats pour se défendre contre ses ennemis du continent européen. Ce qui fait qu'elle refusait d'envoyer beaucoup de gens pour coloniser le Québec. Ces deux phénomènes ont fait que les historiens affirment que les Québécois de souche descendent de moins de 10 000 colons français. Certains vont jusqu'à dire que seulement 2600 d'entre eux auraient laissé des descendants en Amérique du Nord. Or, ces quelques milliers de colons ont quand même donné de 12 à 20 millions de descendants en Amérique du Nord, parce qu'énormément de gens ont quitté le Québec au cours des siècles. La faiblesse de la population du début a fait a eu plusieurs conséquences intéressantes. Par exemple, il y avait très peu de femmes au début, ce qui a certainement contribué à donner un énorme prestige à la femme au Québec. Il y en a qui disent que le Québec a toujours été un matriarcat. Le faible nombre de colons a également fait que nos colons ici, ils étaient choisis parce que c'était une colonisation commerciale. Alors, il fallait choisir les gens en fonction de ce qu'on voulait faire. Au début, il y a eu quelques protestants qui sont venus s'installer au Québec, mais très rapidement, les directeurs de la colonie, les dirigeants de la colonie ont dit à la France, on veut seulement des catholiques. Il y a des gens qui disent que les Québécois, c'était des criminels qui envoyaient au Québec. Là, ils confondent le Québec avec l'Australie ou la Guyane. Il n'y a jamais eu de colonie pénitentiaire au Québec. Il n'y a jamais eu de bagne ou de prison pour recevoir les bandits qui arrivaient de France. Il y a eu quelques criminels, des condamnés qui ont été envoyés au Québec, mais parmi eux, il y avait beaucoup de ce qu'on appelle par exemple des faux sauniers, c'est-à-dire des gens qui faisaient le commerce du sel en France, mais sans payer la taxe. On nous a également envoyé des 800 filles à marier. Il y avait un tel déficit de femmes au Québec qu'il y avait besoin de femmes, alors ils nous ont envoyé 800 filles à marier. Il y en a encore une fois qui prétendent que c'était des putains. Ben non, on le sait, c'était des petites filles abandonnées, des orphelines, dont le roi payait pour les entretenir, pour les éduquer. De toute façon, on fait pas des mères de famille de 14 enfants et des bonnes catholiques avec des putains. Et on fait pas non plus des bons pères de famille avec des assassins. Une autre conséquence intéressante, c'est que à l'est de l'Outaouais, il y avait très peu de métissage qui était fait. Non pas parce que les Français ne voulaient pas s'accoupler avec des Amérindiens, mais parce que les Amérindiens n'étaient pas intéressés de prendre le mode de vie des Français qui n'était pas du tout adapté au continent. Par contre, à l'ouest de l'Outaouais, c'était un métissage généralisé. Essentiellement, comme il manquait de femmes au Québec, les coureurs de fourrure, les coureurs des bois, allaient se perdre dans le continent et ils vivaient à l'indienne, mariaient des indiennes, ce qui a donné naissance à tous les peuples métis qu'on trouve un peu partout dans l'ouest canadien. Et là, s'est produit la cassure très nette dans l'histoire du Québec. C'est produit en 1760 lors de la conquête. La défaite de la France en Europe et en Amérique du Nord a eu un impact démographique majeur sur le Québec. D'abord, nos chefs ont été remplacés, ils sont repartis en France et ils ont été remplacés par des Anglais, ce qui fait que les Anglais sont devenus la couche supérieure de notre population, alors que ce qui est resté au Québec, c'était essentiellement des agriculteurs avec quelques prêtres, des médecins, des avocats, des choses comme ça. Les Québécois ont été très appauvris artificiellement, ce qui, dans les deux cas, le fait qu'ils c'était des agriculteurs, toujours très prolifiques, et ils étaient pauvres, alors ça a favorisé la natalité. En plus de ça, parmi les quelques chefs qu'ils avaient, il y avait beaucoup de prêtres qui eux aussi poussaient à la natalité. À cette invasion initiale des Anglais s'est ajoutée la venue au Québec des loyalistes américains qui voulaient rester avec l'Angleterre lors de la Révolution américaine. Les loyalistes sont venus s'installer au Québec, dans les cantons de l'Est, à Montréal, et ils ont aidé, bien sûr, les Anglais à continuer à nous dominer. Du côté des Amérindiens, leur effondrement démographique s'est continué. Par la suite, les Anglais ont organisé une immigration anglaise massive en offrant à tous ceux qui voulaient venir au Canada de leur donner les meilleurs jobs de la colonie. Alors évidemment,
peuplement, les gens sont venus en nombre, mais comme il y avait beaucoup de terres complètement vides dans l'Ouest et un avenir prometteur parce que c'était riche, la plupart finissaient par repartir dans l'Ouest. Le fait que les Québécois faisaient beaucoup d'enfants dans un pays aussi nordique où il y avait peu de terres agricoles a fait qu'on est vite devenu surpeuplé au Québec. Les terres étaient surpeuplées. Ça a été en grande partie une des raisons qui a déclenché la révolte de 1837-1838. C'était une révolte, il y avait un malaise économique qui se passait. Quand la révolte a été matée à coups de fusil, le Québec est resté surpeuplé et continuait à produire énormément d'enfants. Ce qui a fait que de 1840 à 1930, les Québécois se sont mis à émigrer en masse vers les États-Unis, vers les usines et le travail qui existait là-bas. On a perdu jusqu'à la moitié de la population des Québécois de souche dans cette période-là. Du côté des Anglais, pendant de nombreuses décennies, l'immigration était britannique. Puis, à partir du début du 20e siècle surtout, c'était les crises, les guerres qui se produisaient en Europe qui ont amené beaucoup d'autres immigrants, d'autres origines, à venir s'additionner aux Britanniques. Ça a commencé par les Irlandais, ça a suivi avec les Allemands, quelques Scandinaves, les gens d'Europe de l'Est et finalement des Grecs, des Portugais, des Espagnols, etc. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ces immigrants qui venaient d'Europe en très grand nombre, ils se dirigeaient au début vers les trois Amériques, ils s'éparpillaient. Mais très rapidement, au 20e siècle, la plupart des pays des trois Amériques ont commencé à fermer les portes à l'immigration. Ce qui fait que de nos jours, il ne reste vraiment que deux pays qui acceptent de l'immigration massive dans les trois Amériques, c'est-à-dire les États-Unis et le Canada. Autrement dit, la pression des Européens pour immigrer en Amérique ne pouvait plus s'exprimer. L'Europe elle-même est devenue très surpeuplée, ce qui a été une des causes des deux grandes guerres mondiales qui se sont produites entre 1914 et 1945. L'Europe, à ce moment-là, s'est presque suicidée. Ils ont perdu une quantité folle de gens qui sont morts et les gens, c'était des jeunes hommes, de futurs pères de famille qui n'ont pas eu d'enfants, qui n'ont pas eu de petits-enfants. On évalue que les pertes démographiques actuelles de l'Europe dues aux deux guerres mondiales seraient de l'ordre de 200 millions d'individus en chiffre d'aujourd'hui, là, les enfants, les petits-enfants qui sont pas nés. Comme l'Europe s'était suicidée, qu'elle était en ruine, elle s'est beaucoup affaiblie, alors que partout dans les empires européens, la révolution de l'information avait permis au peuple d'apprendre les techniques européennes suffisamment pour être capable de se décoloniser en expulsant les Européens. Alors l'Empire britannique est mort, l'Empire français, tout ça s'est produit entre 1950 à 1970, mettons, surtout dans les années 60. Il est intéressant de constater que cet affaiblissement, notamment du monde anglo-saxon et la décolonisation dans le tiers-monde, a correspondu à la Révolution tranquille au Québec qui a commencé en 1960. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que à partir de 1970 à peu près, on a vu presque la fin de l'immigration européenne. Ça continue encore aujourd'hui, mais c'est presque plus rien. Désormais, ce sont des crises et des guerres qui se produisent ailleurs sur les autres continents qui amènent une foule d'immigrants de partout à venir au Québec. Ce qui est intéressant dans le cas présent, dans les immigrants récents au Québec, c'est que ce sont presque tous des gens qui viennent de pays qui venaient juste de se décoloniser et qui disaient que l'indépendance avait été très bon dans leur pays, ça avait été très rentable, très payant, personne n'a reculé. Eh bien, ce sont les nouveaux immigrants qui se sont joints à 95% à nos colonisateurs pour nous empêcher de faire notre décolonisation et pour nous garder en équilibre, ce qui montre bien l'efficacité de la propagande du Canada anglais. Pour ce qui est de l'avenir du peuplement au Québec, il faut savoir, comme je l'ai dit tantôt, que les trois Amériques sont presque fermées maintenant à l'immigration. De plus, l'Amérique du Nord, c'est-à-dire Canada et États-Unis, sont en train de s'appauvrir très rapidement. Tout le monde le sait, c'est massif. Alors qu'un peu partout dans le monde, il y a d'autres peuples qui deviennent très riches. Les Arabes du Golfe, l'Asie orientale, Chine, Japon, Corée, Singapour, même l'Inde est en croissance. Nous, on est en décroissance. Or, ce qui crée l'immigration, le moteur de l'immigration, ce sont des pauvres qui se dirigent vers des pays riches. C'est un mouvement naturel. Avec l'égalisation des richesses qui est en train de se produire dans le monde, l'immigration va avoir tendance à s'arrêter en Amérique du Nord et à se disperser dans tous les autres pays riches du monde. C'est déjà commencé dans la péninsule arabique. Depuis, il y a un deuxième phénomène, c'est le fait que si les Québécois ont commencé vers 1972, ont passé sous le seuil de remplacement des générations, il y a une dénatalité, la dénatalité est en train de se produire encore plus rapidement dans la plupart des anciens pays du tiers-monde. Ce qui fait que très bientôt,
il y aura à peu près plus de candidats à l'immigration dans le monde. Ça veut dire que l'immigration va nécessairement s'arrêter en Amérique du Nord. Dans le cas du Québec, le Québec va rester un pays de passage. Ce qui fait que quand l'immigration va s'arrêter, on dit arrêter, mais en fait on parle de 5000 immigrants par année, l'immigration, elle, ne s'arrêtera pas au Québec. Parce que ceux qui vont vouloir rester ici dans un pays très froid, qui est plus pauvre qu'ailleurs, et qui vont marier nos enfants, ben, ils vont devenir des Québécois de souche. Alors que tous ceux qui refusent de se joindre à nous, à notre melting pot, vont repartir vers l'Ouest comme ils l'ont toujours fait. Ce qui fait que, à mesure que le temps va passer, les divisions vont s'estomper au Québec et qu'on va enfin pouvoir faire notre indépendance parce que ce sera notre intérêt à tous. Je vous remercie d'avoir assisté à cette capsule radio. À la prochaine. radioinfocité.com vous présente les capsules de Jean-Jacques Nantel. Bonjour mesdames et messieurs, mon nom est Jean-Jacques Nantel. Aujourd'hui, je continue ma série de capsules radio sur l'histoire du Québec. Je veux vous parler de la Révolution tranquille, de ses causes et de ses conséquences. Dans les faits, la Révolution tranquille, elle était inévitable, parce que ça faisait depuis très longtemps que les Québécois avaient abandonné en masse les terres agricoles pour aller vivre en ville ou aux États-Unis. Et s'ils l'avaient fait, c'est parce que le Québec avait commencé à s'industrialiser en masse, ce qui a permis à la population de trouver des emplois et donc de rester au Québec, ce qui fait que la population a pu augmenter énormément dans les villes. Si notre industrialisation a été très rapide alors qu'on était des cultivateurs, c'est parce qu'elle était organisée par des Anglais qui venaient d'Angleterre, qui était le pays d'origine de la révolution industrielle. De plus, les États-Unis étaient tout proches, ils étaient très industrialisés, ils avaient besoin de nos minéraux et de nos avantages stratégiques. Ça a fait qu'en arrivant massivement en ville et en s'industrialisant, les Québécois ont pu s'instruire, se développer, et ils ont augmenté leur puissance au moment même où il y avait une décolonisation généralisée sur la planète. Cette décolonisation, comme je l'ai dit ailleurs, ça a été le résultat de l'affaiblissement de l'Europe et de ses empires qui ont été dus aux 2 guerres mondiales qui ont tué énormément d'Européens. Cet affaiblissement de l'Europe a également amené un affaiblissement relatif du Canada anglais. Comme les Québécois étaient une espèce de peuple du tiers-monde, eux, ils ont augmenté en puissance. L'affaiblissement de l'Europe a amené la fin de l'axe Est-Ouest, c'est-à-dire qu'il faisait venir des pauvres d'Europe qui passaient par le Québec avant de se rendre dans l'ouest du continent nord-américain qui était plus riche que l'Europe. Ça, c'est pas quelque chose de normal. Normalement, on ne remonte pas un fleuve à contre-courant comme le Saint-Laurent pour aller dans l'ouest. Et on ne traverse pas de hautes montagnes comme les Rocheuses dans un sens perpendiculaire. C'est pas normal parce que ça coûte beaucoup plus cher. La seule justification pour avoir entretenu aussi longtemps l'axe est vers l'ouest, c'est parce que l'Amérique du Nord était plus riche que l'Europe. J'ai expliqué dans une autre capsule que pour augmenter les petits profits de leurs activités, les êtres humains avaient tendance à descendre du centre des continents vers les côtes, surtout pour amener les matériaux lourds, c'est-à-dire les matières premières. C'est pour ça que de nos jours, la plupart des grandes villes du monde sont construites près des océans ou au bout d'un long fleuve ou d'une rivière navigable, exactement comme Montréal. Ça, c'est devenu quelque chose de très, très répandu sur la planète. La même loi géopolitique fait que ce qu'on appelle un pays enclavé, c'est-à-dire un pays qui est à l'intérieur d'un continent et qui n'a pas d'accès direct aux océans, est ordinairement moins riche, moins développé, moins peuplé que le pays voisin qui a un accès directement à l'océan. Ça, c'est vrai partout. C'est vrai pour la Mongolie, le Laos, le Népal, la République centrafricaine, le Niger, la Bolivie, partout. C'est même vrai en Amérique du Nord. Dans l'ouest du Canada, par exemple, même si l'Alberta possède d'énormes richesses pétrolières, c'est quand même Vancouver qui est la plus peuplée et la plus agréable à vivre selon beaucoup d'études qui ont été faites à l'ONU ou ailleurs. Si vous allez aux États-Unis, les villes qui sont à l'intérieur du continent, comme Salt Lake City, Denver, sont moins peuplées et moins développées que les villes qui sont sur le bord de l'océan, comme San Francisco, Los Angeles ou San Diego. C'est également vrai sur la côte est des États-Unis. C'est à New York qu'est la bourse de Wall Street, que sont les grands centres de recherche, la grosse population, alors que c'est dans le fond des Grands Lacs que Chicago, Détroit, toutes ces villes-là, Buffalo, Cleveland, sont en déclin économique très prononcé. Ça, c'est vrai partout, sauf au Canada de l'Est. C'est curieux, et c'est bien sûr pour des raisons politiques. Toronto est plus riche et plus peuplé, plus prospère que Montréal. Ça, c'est pas très normal, étant donné que l'océan Atlantique s'arrête à Montréal. Tout le Québec a un accès direct à l'Atlantique.
Le fait que la richesse au Canada continue de se diriger d'est en ouest, alors qu'aux États-Unis, elle se dirige d'ouest vers l'est, c'est-à-dire vers New York, est tout à fait typique de ce qui est arrivé au Canada au cours des 250 dernières années. Toutes les tendances des États-Unis sont suivies par le Canada, sauf celle-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Toronto est une ville riche qui est entourée de villes et d'États pauvres, alors que le Québec et Montréal sont pauvres et entourés de villes et d'États riches. Quand a commencé la Révolution tranquille en 1960, les Québécois d'instinct ont cherché à développer l'axe nord-sud qui était perpendiculaire à l'axe est-ouest que le Canada anglais essayait de maintenir à travers le Québec. On a créé l'Hydro-Québec, par exemple, qui a créé des barrages dans le nord pour aller vendre l'électricité dans le sud. Les deux axes étaient perpendiculaires et antagonistes. Il faut dire que le reste du Canada aussi a commencé à se développer dans un sens nord-sud. Le parc de l'auto autour des Grands Lacs était dans un sens nord-sud. Le pétrole de l'Alberta se vend la majeure partie aux États-Unis. La Colombie-Britannique est tournée vers le Pacifique, mais fait surtout affaire avec la Californie, la côte ouest américaine. Et les Maritimes sont tournés vers l'Atlantique, mais font affaire avec la côte est américaine. Ça fait qu'au Canada, il y a de moins en moins de contacts entre les 5 grandes régions naturelles du pays. Colombie-Britannique, Prairies, Ontario, Québec, Maritime. Cette diminution des contacts est tout à fait évidente quand on pense aux grands vides qui existent au nord du lac supérieur en Ontario, où on voit presque pas de voitures ou de camions. Il y a une grande exception au Canada. Pour ce qui est de l'axe est-ouest, c'est justement le Québec, qui est la seule province essentielle de l'Est du Canada, étant donné que tous les systèmes de communication du Canada de l'Est passent à travers le Québec. Voies maritimes, transcanadiennes, les pipelines, etc., les systèmes de train. Le problème dans tout ça, c'est que le Québec a toujours tout payé les infrastructures qui sont au Québec et qui sont de sens est-ouest et qui servent à tout le Canada, alors que le Canada anglais ne nous a jamais rien payé pour toutes ces infrastructures-là qu'on avait payées. C'est d'autant plus grave qu'en restant dans le Canada, le Québec a été obligé de payer une grande partie des infrastructures qui étaient dans l'ouest où on ne va jamais. Les trains, les autoroutes qu'ils ont construites, les postes, les bureaux de poste qu'ils installaient dans l'Ouest à l'époque où il y avait personne, c'était payé par la population canadienne, c'est-à-dire en grande partie par les Québécois, surtout à l'époque où on était 60, 50 ou 40% de la population. Ça veut dire que le Canada économique moderne est de sens nord-sud de façon dominante et que le Canada politique qui va d'est en ouest est une simple survivance de la conquête de l'Ouest. C'est un des rares fantômes qui existent encore de l'Empire britannique. De nos jours, les immigrants eux-mêmes ne viennent presque plus d'Europe. Et le déclin, Montréal est devenu une succursale de Toronto. Jane Jacobs, la grande urbaniste américaine, qui était pas québécoise, qui parlait pas français, était pour l'indépendance du Québec parce qu'elle disait que Montréal ne pouvait pas se permettre de rester une ville satellite de Toronto sans faire des dommages énormes au bien-être économique des Québécois. De nos jours, le Québec a 70% de ses exportations avec les États-Unis. Si on ajoute à ça nos exportations internationales, il reste plus grand-chose pour les échanges avec le reste du Canada, d'autant plus que ce dernier a un énorme surplus commercial avec le Québec. Si les Québécois veulent s'enrichir, ils vont devoir faire l'indépendance de façon à renverser l'axe est-ouest, qui est anormal, pour en faire un axe ouest-est, comme c'est normal, en descendant le fleuve. Montréal doit devenir la ville la plus riche du Canada et plus riche que Toronto parce qu'elle est placée à un endroit crucial, c'est-à-dire l'axe ouest-est et l'axe nord-sud qui passe à travers Montréal et qui continue à travers la vallée du lac Champlain d'Albany pour se rendre directement à New York. Une vallée plate et basse. L'indépendance au Québec, elle est nécessaire pour s'enrichir, mais elle est surtout nécessaire parce que quand on est puissant, on est riche, quand on est faible, on est pauvre. Comme le Québec est présentement faible, il est pauvre, quand il sera puissant, il sera riche. Je vous remercie d'avoir assisté à cette capsule radio. À la prochaine. Radioinfocité.com vous présente les capsules de Jean-Jacques Nantel. Bonjour mesdames et messieurs, mon nom est Jean-Jacques Nantel.
Je continue aujourd'hui mes capsules radio sur l'histoire du Québec. Dans le débat national actuel au Québec, les fédéralistes n'arrêtent pas de dire que le Canada nous fait vivre quasiment. C'est bien évident que c'est pas vrai. Si les Anglais nous ont envahis à coups de canon en 1760, c'était pas pour nous donner de l'argent, c'était pour nous en voler, c'était pour nous voler de la richesse. Et nos ancêtres se sont défendus pour les empêcher de nous voler. Avant 1760 au Québec, il y avait des riches, il y avait des gens, il y avait un gouverneur, un intendant, des chefs d'armée, des capitaines de bateaux, des exportateurs, des marchands, etc. Il y avait même des gens, et pas plusieurs, qui achetaient des actions dans les compagnies qui faisaient la traite des fourrures. Alors c'est pour donner une idée à quel point notre société était développée. Tout ça, ça s'est terminé en 1760 avec l'expulsion de nos chefs. Entre 1760 et 1960, ça c'est des preuves là. Entre 1760 et 1960, un des groupes ethniques les plus pauvres du Canada, c'était les francophones du Canada. Alors on nous a appauvris artificiellement. De nos jours, le Québec est la plus pauvre des provinces du Canada en termes de revenus disponibles par habitant. Les anglophones du Québec, qui sont arrivés 150 ans après nous, qui représentent beaucoup moins, je parle des anglophones qui venaient de Grande-Bretagne, ils représentent à peu près 4 ou 5% selon les démographes. Eh bien, ces gens-là, qui sont arrivés 150 ans après nous, ils occupent les villes les plus riches du Québec, ils gagnent plus que nous, ils contrôlent 3 universités, 6 cégeps, 18 hôpitaux, ils ont des villes défusionnées, etc., etc. Une autre preuve que le Canada anglais ne nous a pas fait de cadeau, il suffit d'aller voir à Ottawa. Vous avez un pays, le Canada, qui est grand comme un continent, grand comme l'Europe. Eh bien, ils ont construit la capitale à 1 millimètre à l'extérieur du Québec. Vous allez vous promener à Ottawa, vous voyez des belles plates-bandes, des beaux buildings, des musées, des parlements faits avec du bois rare. Tout est très beau. Vous traversez 1 millimètre à côté, vous allez au Québec, à Gatineau. Gatineau, c'est pas une ville riche, c'est pas une ville laide, mais par rapport à Ottawa, c'est très clair qu'il y a un déséquilibre. La raison pour laquelle ils ont mis Ottawa juste à l'extérieur du Québec, c'était pour que les taxes fédérales du Québec soient dépensées en Ontario et génèrent des impôts pour l'Ontario et non pas pour le Québec. Il y en a qui disent « Ah oui, mais si vous avez été si pauvre pendant si longtemps, c'est à cause de l'Église catholique. » Ben non, l'Église catholique, elle était ici avant 1760 et on était relativement riche. De plus, il y a des catholiques ailleurs sur le monde. En France, c'était des catholiques par rapport aux Anglais qui étaient protestants et la France s'est toujours très bien débrouillée au niveau de la richesse par rapport aux Anglais. L'appauvrissement des Québécois a commencé lors de l'invasion de 1760 et elle a été maintenue par après par une discrimination systématique contre nous, essentiellement du racisme volontaire. Quand on veut contrôler un peuple et le voler, c'est toujours la même chose qu'on fait. On l'isole, on le coupe de ses contacts internationaux et on le prive de ses chefs. C'est ce qu'ils faisaient avec les esclaves en Afrique. Ils les prenaient, ils se débarrassaient de leurs chefs et ensuite ils les frappaient pour les obliger à obéir, pour ramasser leur coton et ils les maintenaient sans éducation. C'est un peu ce qu'ils nous ont fait, sauf qu'ici, ils ne nous battaient pas, mais ils ont fait tout le reste. Depuis 1760, le Canada anglais n'a pas cessé de fouiller dans nos poches. Comme je l'ai dit dans une autre capsule, toutes les infrastructures au Québec ont été payées en totalité par les Québécois. Et en plus, ils nous ont fait payer une grande partie des infrastructures du reste du Canada où les Québécois n'ont jamais été. Je pense notamment aux prairies. On ne va jamais, nous, en Manitoba ou en Nouvelle-Écosse, par exemple. Mais on a payé leurs infrastructures à l'époque où on était une forte proportion de la population. Quand ils ont construit la voie maritime du Saint-Laurent en 1959, les Québécois étaient contre parce qu'ils disaient, ben non, si vous nous faites payer la voie maritime, nos industries vont foutre le camp en Ontario. Ils ont construit la voie maritime avec nos taxes fédérales et les élévateurs à grains sont partis à Thunder Bay et une foule d'industries sont parties en Ontario. C'est à partir de 1959 que Toronto a décollé et que Montréal a cessé d'être la métropole du Canada. Très bientôt, très peu de temps après. Quand ils ont construit l'aéroport de Mirabel, les Québécois voulaient majoritairement que ce soit placé au sud-est de Montréal, c'est-à-dire près des cantons de l'Est, près de l'équilibre de notre population. Ben non, le gouvernement fédéral a décidé de le construire avec notre argent, mais entre Montréal et Ottawa. Ce qui a fait que Mirabel était mal placé, et aujourd'hui, après seulement quelques décennies, ils l'ont complètement détruit. On a payé pour construire Mirabel et on a payé pour le détruire.
Tous les pays indépendants de la taille du Québec, et même beaucoup qui sont beaucoup plus petits, ont une bourse des valeurs dans leur ville. Or, la bourse de Montréal, elle a été déménagée à Toronto avec tous les gros salaires de 150 000 $ qui vont avec ça. Ça a été la même chose avec une foule de services financiers qui ont été également déménagés à Toronto. Là, ils sont en train de gérer l'économie du Québec à partir d'Ottawa et de Toronto, ce qui nous fait perdre énormément de très gros salaires avec les impôts qui vont avec. Ça augmente artificiellement le produit intérieur brut de l'Ontario et ça baisse le nôtre artificiellement. Ils ont déménagé avec des tours de passe-passe l'usine qu'il y avait à Boisbriand qui fabriquait des Camaros, qui se retrouve désormais à Oshawa, en Ontario. Ça, c'était des gros salaires qui étaient payés 50-60 000 $ qui ont disparu du Québec. Un autre élément, c'est que un autre élément de perte pour le Québec, c'est le fait que le Canada anglais, comme je l'ai déjà dit, traverse librement le territoire du Québec, des infrastructures que nous avons payées, sans jamais rien donner au Québec. Alors qu'ils paient quand ils vont au canal de Panama, au canal de Suez, quand un pipeline passe dans un pays qui vient d'un pays étranger, ils paient, etc. Dans le cas des pipelines, j'ai fait le calcul suivant. Si on chargeait 11 $ par baril pour le pétrole qui va passer par le pipeline Énergie Est, 1,1 million de barils par jour, plus le pétrole qui va passer par le pipeline Sarnia-Montréal qui existe déjà, 300 000 barils par jour, ça nous rapporterait 5,6 milliards de dollars par année. Ça vous donne une idée de l'importance des péages de traversée d'un territoire. Pendant des années, ils ont fait traverser du pétrole par des trains à travers le lac Mégantic, sans rien nous donner. Le train explose, il tue 47 Québécois, ils détruisent le centre de lac Mégantic, la compagnie fait faillite et nous devons payer toutes les réparations avec nos taxes provinciales et fédérales. L'argent qui vient du fédéral, elle vient de nous, elle vient pas d'ailleurs. Aujourd'hui, ils font passer des bateaux de pétrole par la voie maritime, sans rien nous donner. Si ça explose, ça va être peut-être encore pire. Il y a beaucoup d'autres exemples que je pourrais donner. Par exemple, au Québec, je parle bien au Québec, je parle pas au Canada, 45% du budget pour l'administration des universités sont réservés aux 3 universités anglaises. Ça donne une idée du déséquilibre. Ils sont 9% de la population, au maximum. Le Centre universitaire de santé McGill produit des médecins avec notre argent qui partent en Ontario, en Alberta ou en Colombie-Britannique à 50% dès leurs études terminées. À ça s'ajoute le coût du bilinguisme au Québec. Ce qui coûte cher au Québec, c'est pas le français comme on essaie de nous faire croire, c'est l'anglais. Ils sont 9% de la population, on est un gros pays, à 8 millions d'habitants, on pourrait très bien fonctionner en français comme les Danois fonctionnent en danois. Le problème de l'anglais, il est important, il nous fait perdre beaucoup d'argent, mais le pire, c'est le détournement des gros emplois vers la minorité anglophone du Québec pour gérer les 3 universités, les 6 cégeps dont j'ai parlé tantôt. Évidemment, pour essayer de nous faire avaler des couleuvres, on nous parle toujours de l'argument de la péréquation. Le Québec recevrait 9,3 milliards de dollars de péréquation chaque année. Eh bien, ça, c'est vrai. Le Québec reçoit 9,3 milliards de dollars de péréquation, mais il paie aussi beaucoup de péréquation. La péréquation, c'est une fraude comptable. La péréquation, c'est pas payé par le pétrole de l'Alberta. C'est payé par nos taxes. Or, les Québécois paient 20% des taxes au Canada. Et le programme de péréquation est de 18 milliards au total. Alors, on paie déjà 3,6 milliards de dollars des 9,3 qu'on reçoit. Alors, du 9,3 qu'on reçoit, il faut soustraire 3,6 milliards. En plus de ça, ils ont organisé leur péréquation comme s'il y avait seulement 10 provinces au Canada. C'est faux. Il y a beaucoup d'autres territoires au Canada que les 10 provinces. Il y a les 3 territoires du Nord où le Québec paie de la péréquation. Ça s'appelle le TFF, Territorial Financing Formula. Et ça vaut à peu près 700 millions par année que le Québec paie sans rien recevoir. Il faut l'enlever du 9,3 milliards. Il y a également le fait que les territoires indiens du reste du Canada sont 3 fois plus peuplés que nos territoires indiens à nous. Ce qui fait qu'il y a un autre 700-800 millions qu'on paie en plus de péréquation aux territoires indiens. En plus de ça, il y a le fait que le Canada, le gouvernement fédéral, fait une dette nationale pour payer tous les programmes. Il y a encore de l'argent qui devrait sauter là. Là, je viens de vous montrer que le principal argument de propagande du Canada anglais est faux. Alors, on peut savoir immédiatement que tout le reste qu'ils nous disent dans le domaine économique, c'est également faux. Tout ce que je viens de vous dire montre que l'indépendance au Québec, ça va être payant parce que ça va nous permettre de récupérer tout ce qui est à nous, tout en laissant aux anglophones ce qui est à eux. J'apprécierais beaucoup que vous m'aidiez à diffuser cette vidéo autour de vous, étant donné que c'est pour informer les gens que je l'ai faite. C'est exactement la même chose pour le livre numérique que vous avez vu tout le long de la vidéo, étant donné que c'est là-dedans que j'explique en détail plusieurs des notions dont je me suis servi pour faire mes vidéos. À la prochaine!